Bonjour, bienvenue dans Au cœur du off. On commence tout de suite avec un live par l'artiste Khalid K. Shakil kita manatara badari Shikil kita da bak Shikla bacha dinda bacha Shikla kada mata adili Shikitari da Shikitari Shadrik Bakila Kitama Shadrik Nabatara Guitar Shikilat Chikitadi Shakilakata Shakilakata Abada Kalila Jad Gigdarit Namata Adari Jad Gigdi Dabum Katara Jam Timtara Sadarajak Kagilikijima Kama Jakalabata Etari Jaram Shiklana Bata Chikita Shikita Jikta Jikta Likita Tikita Makalaka Jikta Tikita Jatata Jikta Likabira Kadab Yatara Paklikita Makileta Sikita Batalina
Bienvenue. Oui, asseyez-vous. Bienvenue, Khalid K. Merci d'être là. Oui, avec ce micro-là. Il y en a un pour la scène, un pour le plateau. Merci à vous. Vous êtes chanteur polyphonique, musicien, compositeur, et vous présentez cette année à Avignon votre spectacle, seul en scène, qui s'appelle Parfum des sons, au Théâtre Artaud à 16h05 tous les jours. Tout d'abord, je voudrais vous demander, c'est quoi cette manette que vous avez dans la main, manette magique? Alors c'est une manette qui est en complément, qui est greffée en fait. C'est comme une prolongation de mon être. Ça fait des années que je travaille avec des machines. Donc comme ce que la plupart des gens connaissent, des appareils qui font des loops. Donc là c'est branché sur un ordinateur, c'est des manettes de jeu. Oui. Je reconnais bien le jeu. Nintendo. Mais il y a 60 fonctions, donc ça permet de faire du mixage en direct. Voilà, je fais autant la régie que du chant, que de la danse, tout en faisant mon mixage de son. Alors, dans votre spectacle, vous nous partagez votre parcours sonore, tous les sons que vous avez emmagasinés, rencontrés, qui vous sont propres, qui vous sont intimes dans votre tête et dans votre cœur, parce que vous ne faites pas que chanter, on le voit, vous bougez les sons. Comment on partage ça? Pourquoi on partage ça? On le partage parce que ça a été une recherche personnelle en fait. Le Parfum des sons, donc le titre du spectacle, c'est mon histoire réelle en fait. Comment est-ce que j'ai abordé le travail de la voix, mais la voix dans sa totalité, c'est-à-dire que c'est le corps entièrement qui se mobilise pour extérioriser des sons. On imagine un état de colère, un état de joie, un état où le corps réagit. Si on se pousse à bout jusqu'à l'essoufflement, la voix va prendre une place autre que celle qu'on a dans la société. Et en fait, dans le spectacle, je recherche les états physiques qui me laissent sortir des voix. De ces souvenirs. Oui, d'ailleurs, voilà. On l'a dit, l'extrait qu'on a vu est extrait du spectacle Parfum des sons, mais vous êtes aussi dans une autre création à Avignon qui s'appelle Les Cavaliers, qui est mise en scène par Éric Bouvron. Là, c'est tout autre chose. C'est un texte écrit, inspiré de... C'est une adaptation des Cavaliers de Joseph Kessel. Et vous êtes en plus avec des acteurs. Comment on crée ce spectacle avec votre art si particulier au milieu de cet espace? Une fois le texte adapté, on s'est retrouvés en fait sur un plateau. On m'a demandé comment est-ce que tu comptes faire, composer des musiques avant. Et non, en fait, j'étais installé avec les comédiens. Et c'est à force d'improvisation, de construire en réagissant au texte des univers sonores. Donc avec cet outil, avec cette télécommande, ça permet vraiment de faire un mixage, mais vraiment à la seconde près, au geste près. Et ça a permis de faire cette création qui est assez incroyable. Et il reste de l'improvisation. C'est très particulier. Il y a de l'improvisation à toutes les musiques. En fait, c'est des modes, c'est des thèmes. Il n'y a plus grand-chose d'improvisé, mais musicalement, moi, j'ai beaucoup de place pour justement faire sortir cette émotion à travers le corps, à travers ces chants inspirés des chants soufis, pakistanais, à ma sauce, mais... Mais je vous remercie beaucoup, Khalid K. Donc on peut donc vous retrouver dans votre spectacle à 16h05 au Théâtre Artaud, Parfum des sons, et dans Les Cavaliers, d'après le roman de Joseph Kessel, au Théâtre Actuel à 10h15. Merci beaucoup. Merci à vous. Antoine Chomsky, bonjour. Bonjour. Vous venez présenter à Avignon votre one-man show en attendant Claire Chazal. Alors, je vous avouerai que je ne vous connaissais pas et que des membres de l'équipe de la télé du Off, toujours à la pointe, m'ont dit « Mais tu ne connais pas Antoine Chomsky, va le voir ». Ils m'ont réservé une place, je suis venue et vous m'avez convaincue. Vous êtes drôle sans être lourd, trash sans être vulgaire et c'est de plus en plus rare. Et surtout, vous posez de véritables questions sans en avoir l'air. On regarde une bande-annonce. Bonsoir, je m'appelle Antoine Chomsky, matricule 821103. Je suis ici dans le cadre d'un programme de réinsertion des détenus par l'humour. Youpi. C'était en 97. J'étais à la fistinière. Et je peux te dire que quand tu te retrouves avec un anneau pénien et un pompier majorette qui tartine l'oignon avec sa crème câline pour les fesses afin de t'insérer un plug anal de la taille d'un cactus du Nevada, tu te dis comme Gandhi chez Flunch. Waouh, c'est un peu copieux, non?
Moi, je me fais Franck avec un F comme fuck you. Hier, j'ai vu une vidéo de vaginoplastie. C'est bien. Je sais pas, je connais pas ce groupe. Alors, pratiquement tout l'extrait est sur le sexe, je ne l'avais pas vu avant, mais ça ne Oui, parle pas non, que mais de oui, sexe. c'est pour ça que j'aime bien. Ce n'est pas lourd. Sexe. Non, là, c'est particulièrement un extrait du spectacle où, effectivement, c'est un débat sur la pornographie entre des détenus un peu spéciaux et un psychologue. Donc, forcément, l'extrait. Alors, de ça. j'avais une première question, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop déçu de ne pas être reçu par Claire Chazal, mais par ma propre personne? Non, tout va Ça très va bien. Ça se passe bien? Bon, très bien. Alors, vous commencez, on le voit dans l'extrait, votre spectacle en prison, et on comprend au fur et à mesure qu'est-ce qui vous a amené là, avec ces co-détenus un peu particuliers. Et finalement, c'est quelque chose d'un peu dur, mais qui touche beaucoup de gens, c'est la reconnaissance de votre mère. Vous cherchez à l'impressionner, à ce qu'elle soit fière de vous, parce qu'elle ne vous regarde pas. Alors, j'avais une question. On sent un peu le vécu. Est-ce que votre mère a vu ce spectacle et qu'est-ce qu'elle en pense? C'est tout ce qui est dans le spectacle est une fiction pure. D'accord. Ben, vous êtes très bon comédien. Alors. Non, c'est que je voulais effectivement parler de ce problème qui est actuel, du manque constant de reconnaissance. Tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout le monde essaie de se créer une fausse vie. Et là, effectivement, là, c'est un jeune homme qui n'est pas forcément le plus futé de tout le monde, mais j'aime bien les personnages populaires, et qui veut à tout prix avoir de la fierté dans les yeux de sa mère, qu'il n'arrive pas à avoir, parce que sa mère a une seule passion dans la vie, c'est Claire Chazal. Elle lui a dit un jour par erreur, elle lui dit, si tu fais le journal de 20h, là, tu vaudras quelque chose. Et les vidéos de chatons aussi. Et les vidéos de chat rigolo, Non, c'est effectivement. important. Et du coup, forcément, voilà, il fait son histoire fait qu'il va faire des bêtises parce qu'il fait tout pour attirer l'attention de sa mère et il fait n'importe quoi. Alors, vous faites aussi un portrait très dur du milieu de la musique et des télécrochets, notamment. Et vous êtes passé vous-même par des télécrochets, mais d'humour, hein, en tout cas un qui est On ne demande qu'à en rire, présenté par Laurent Ruquier. Et là, vous donnez au public à voir l'envers du décor, caricaturé, évidemment. Pourquoi ça vous a inspiré à ce point-là, cette expérience? Non, parce que ça, de toute façon, je l'avais écrit avant de faire cette émission de D'accord. Ruquier. Moi, je sais qu'à la base, j'étais pas trop partant, et puis j'ai fait la dernière saison. Non, c'est ma vision de la musique, parce que je suis un amoureux de... Je suis musicien à côté, j'écoute tous les styles, que ce soit du classique, j'ai un amour profond pour le rock. Mais c'est vrai que j'ai une profonde tristesse assumée quand je vois Énergie 12 et la soupe musicale qui se répand un peu partout. Et de voir toute une génération, je vais parler un peu comme un vieux con alors que j'ai 32 ans, mais de gens qui ne connaissent plus vraiment la musique, qui ne savent plus d'où viennent les classiques, qui pensent que quand Rihanna fait un tube, elle l'a produit alors que c'est une reprise d'un chanteur des années 50, choses comme ça. Et j'aime... Pour moi, c'est important la culture musicale, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, ce qui se crée, c'est parce qu'il y a eu des mecs qui ont fait plein de choses avant. Et on est face à des gens qui pondent une espèce de soupe informe, et ça m'énerve, mon cœur de musicien, tout simplement. J'avais besoin d'en parler. Comment vous viviez votre expérience avignonnaise? C'est la première? C'est la troisième. La troisième? Je la vis chaudement. Chaudement? Je ne suis pas adapté pour 42 degrés. Je crois que pas grand monde. Un de vos amis m'a dit que vous tractiez. Oui. Et bizarrement, ça m'a fait bizarre. C'est-à-dire que j'ai pas encore vu de personnes qui faisaient des one-man shows, qui avaient été vues plus ou moins à la télé et qui tractaient eux-mêmes dans la rue. Est-ce que c'est un choix ou c'est parce qu'il vous manque du public? Moi, le jour où j'étais là, c'était complet. Hein. Non, mais on est complet depuis le début du festival, mais j'aime bien. C'est bizarrement, c'est addictif de tracter les gens, mais parce qu'en fait, ça permet de parler un peu plus, parce que c'est vrai qu'après le spectacle, bon, on bouge un peu vite à droite à gauche, mais non, j'aime bien rencontrer les gens, pour de vrai. J'aime bien leur expliquer un peu le contenu du spectacle, et quelque part aussi, je cible un peu les spectateurs que j'ai envie d'avoir dans ma salle. Ouais. Parce que c'est quand même un humour particulier, comme vous avez dit au début, il faut aimer les choses un peu trash, un peu grinçantes, même si je cherche pas à choquer les gens pour les choquer, il y a un propos derrière. Mais du coup, tout le monde n'est pas forcément réceptif à ce genre d'humour. Oui, et puis vous nous mettez face à nos contradictions. Hein. Moi, j'aime les vidéos de chats et je trouve ça débile. Et vous me mettez mais face moi aussi, à je ça, peux passer voilà. des heures là, devant ces trucs un peu abétissants, mais ça fait du bien. Ouais. Mais du coup, j'aime bien discuter avec les gens, voir avec qui je veux bien m'entendre. C'est un peu, je fais du speed dating de spectateurs. En fait, si ça match, je les invite à voir mon spectacle. Et en général, tous les gens avec qui je parle viennent voir le spectacle. Et j'aime bien rediscuter avec eux quand je les recroise dans la rue après. Alors, on va redire où est-ce qu'on peut vous voir. Donc, c'est En attendant Claire Chazal, à 17h35 au Théâtre des Vents. C'est tous les jours? C'est tous les jours, jusqu'au 26. Super. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir accueilli. Alors, nous allons maintenant parler d'hommes et de femmes, parce qu'il y en a, qui arpentent les rues et les salles du festival.
et après qui toutes les compagnies courent. Ce sont les programmateurs. Laurent Troude, journaliste de nos équipes, a suivi un d'entre eux, Jean-Claude Grimal, dans une de ses après-midi avignonnaises. On regarde. Programmateur, ça veut dire essayer de trouver des pièces pour notre festival en sachant que nous avons une série de contraintes, la première étant budgétaire. Il faut essayer de trouver quelques pièces classiques parce que nous avons un public collégien, lycéen et le travail en relation avec les enseignants nous oblige à être pas trop éloigné des programmes. Sinon, nous essayons de découvrir des belles choses en privilégiant beaucoup le théâtre contemporain, des aperçus de théâtre qui peuvent y compris déranger le public, mais qu'ils n'auraient pas été spontanément voir. On fait ça pour un festival qui dure depuis près de 35 ans. Et c'est un de ceux qui ont résisté au fil des années et d'un tout petit festival dans une toute petite ville du sud de l'Oise, on est devenu le plus grand festival de Picardie. On a la chance à Avignon de pouvoir voir des spectacles qui viennent de toute la France et de pouvoir sélectionner des spectacles sur lesquels on a des coups de cœur pour les proposer à notre public, qui est un public fidèle. Dans ma vie, j'ai tué 2 hommes parce que je suis un gros con. J'ai cru défendre ma patrie, mais j'ai défendu que ma connerie. C'est une pièce qui nous a beaucoup intéressés. C'est un auteur qu'on connaît, une compagnie qu'on connaissait et qu'on suit depuis quelques années. Là, on trouve qu'il y a un travail d'adaptation qui est intéressant, qui nous paraît assez percutant. Un auteur contemporain, une mise en scène qui est originale et qui est un petit peu différente de ce qu'on voit habituellement pour le même auteur. Et ça, c'est le genre de choses effectivement qui peut nous intéresser. Surtout que le metteur en scène peut faire venir l'auteur pour des débats. Il faudra effectivement attendre la fin du festival, qu'on ait vu toutes les pièces, puis il y a une question d'architecture et d'équilibre de programmation. Donc il faut voir avec les autres pièces, les auteurs, les mises en scène. Mais a priori, c'est effectivement quelque chose qui peut nous intéresser. Bonjour Pierre Imbert. Bonjour. Donc vous êtes le directeur du Théâtre de la Madeleine à Troyes et donc en Avignon, programmateur. Alors première question, comment ça se passe programmateur au Festival Off? Est-ce qu'on s'annonce comme tel ou est-ce qu'on le cache? Ou est-ce que ça dépend? Non, on s'annonce comme tel, heureusement d'ailleurs, parce que tout le monde nous attend, alors c'est plutôt agréable. Non mais il faut, parce que sinon ça serait une économie assez étonnante. On est là présent une dizaine de jours et on essaie de voir 3-4 spectacles par jour. S'il fallait être payé à toutes les séances, enfin je veux dire, ce serait des budgets incroyables. Ouais, ça serait très cher. Or, derrière, le but c'est d'acheter des spectacles. Comment vous sélectionnez les spectacles? Est-ce que vous faites déjà une liste et puis elle ne bouge pas avant de venir? Ou est-ce que vous vous laissez porter aussi par le bouche à oreille dans les rues, quelqu'un qui vous tracte, qui vous plaît? Eh bien, les deux. C'est un peu court. Non, il y a évidemment des gens qui cherchent à nous joindre toute l'année et qui nous disent, voilà, on va être en Avignon, venez nous voir. Donc la liste est déjà longue avant d'arriver, c'est certain. Et vous venez à Avignon depuis combien de temps, vous? Là, depuis une vingtaine d'années à peu près. Et est-ce que vous avez vu une évolution à Avignon À part le grand nombre de compagnies qui, tous les ans, voilà, est de plus en plus important. Non, je crois pas. Non. Et comment on vit toutes ces espérances, ces espoirs que les compagnies mettent sur vos épaules, pour la plupart? Comment on le vit au quotidien, enfin, en tout cas pendant Avignon? Mal. Mal? Oui,
il y a une sorte d'injustice. Voilà, on ne pourra pas tout voir. Là, je n'avais pas regardé mes mails depuis hier. J'en avais 250 là en vous attendant. 250 mails. Évidemment que l'on va très vite aller regarder. Donc c'est totalement injuste. Il y a des tas de gens qu'on ne verra jamais, alors qu'ils sont peut-être fort intéressants. Et donc c'est un drôle de système où moi je suis pas tout à fait à l'aise avec ça, parce que je me dis que effectivement il y a une part d'injustice dans nos choix. Des gens repérés, on va avoir tendance à les voir, et ceux qu'on ne connaît pas, voilà, glisser sur le mail. Voilà, c'est pas bien, c'est injuste, c'est donc mal. Ouais. Il y a quand même de belles aventures. Vous recevez combien à peu près de spectacles par an que vous avez vus en Avignon ? Sur une programmation d'une quarantaine de spectacles pour une centaine de représentations, il y a toujours au moins 3-4 spectacles qui viennent d'Avignon, donc c'est pas mal. Ouais. J'en vois en 10 jours entre 30 et 40, et j'en prends 3 ou 4, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous auriez un spectacle à nous recommander? Parce qu'une recommandation de programmateur, des fois, ça vaut la peine. Ah bon? Si, j'ai vu 2 choses, 3, qui m'ont beaucoup plu. Il y a le journal d'Anna Polikovskaya, ça s'appelle Une femme non rééducable. Ça m'a beaucoup impressionné, parce que c'est d'une forte actualité. Je crois que c'est au Théâtre du Balcon. Au Théâtre du Balcon à 14h, il me semble. J'ai vu L'Ami des Belges, qui est à 10h10, qui est un spectacle très drôle, une pièce de Jean-Marie Piem avec un comédien formidable. Voilà, j'ai vu Les Vibrants aussi aux Alizés, qui est un très beau spectacle sur les gueules cassées de la guerre de 14. Voilà, un type qui est défiguré, qui rencontre Sarah Bernard, c'est extrêmement touchant. Voilà, plein de choses encore d'autres. Ben, merci beaucoup, Pierre. Merci. Bonjour, Marc City. Bonjour. Vous êtes un acteur connu, reconnu, mais qui, comme nos 2 précédents invités, Kalitka et Chomsky, je savais que j'allais un jour l'écorcher, vous venez là avec une pièce que vous avez écrite qui s'appelle Le temps des suricates. C'est au Théâtre des Béliers à 12h20. On regarde un extrait et on en parle juste après. Bon, dépêche-toi, tu vas louper ton entrée. J'y vais pas. Comment ça? C'est la figuration. Je suis avec un masque à gaz sur la tête au milieu d'un groupe de 8 mecs. Je dis rien. Personne sur la percevra, j'y vais pas. Alors, Le temps des suricates, c'est une pièce qui parle de 2 acteurs qui sont dans une loge en tournée. Ces 2 acteurs jouent dans Hamlet. Et ils sont bien plus souvent dans la loge que sur scène parce qu'ils ont des petits rôles. Tu crois que ça pose un problème si j'arrive au théâtre vers 21h10? Pourquoi tu te filmes pas avec ton téléphone ou avec ton ordi et après t'envoies les images? Mathieu est un acteur qui est un petit peu frustré, qui n'a pas eu jusqu'à présent la carrière qu'il aurait souhaité avoir. J'ai vraiment l'impression d'être un suricate parfois. C'est les petits animaux là, toujours aux aguerres, à la du moindre bruit, alors qu'ils sont dans le désert. Édouard, c'est donc un comédien qui n'est pas forcément très bien dans son corps, qui n'est pas très bien avec le spectacle dans lequel il est. T'as couché avec elle, c'est ça? Je te sème, Édouard, désespérément. Dis-moi, merde, t'as couché avec elle? Non, mais tu me fatigues, Mathieu, tu penses qu'à ça, hein? Tu peux pas imaginer que quelque chose d'autre puisse se passer entre 2 personnes? T'as pas couché avec elle? On est vraiment clairement dans la comédie. Une comédie qui parfois peut être même assez burlesque. Au départ, on est dans un endroit très réaliste, qui est une loge, et puis petit à petit, on va basculer dans des choses un peu plus fantasmagoriques. On est où là? Ah oui, il y a l'axe. Na. Quoi? Oh, il y a le na, on prononce pas le X. Tout ce que les gens nous disent, c'est pas que drôle. Voilà, il y a des moments qui sont très touchants. L'humour naît de l'humanité qu'il y a dans les personnages. Allez, viens, on va jouer. Marc City, alors pourquoi ce titre? On parle dans la pièce d'acteurs en mal de scène, en mal de rôle, et ça s'appelle Le temps des suricates. Alors, ça s'éclaire un peu quand on voit le spectacle. Il y a une métaphore à un moment donné qui est faite sur ces petits animaux qui sont dans le désert, toujours très au taquet, comme ça, voilà, dressés sur leurs pattes, alors que précisément ils sont dans le désert et qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc la situation de ces petits suricates est un petit peu affiliée à celle de ces comédiens dans cette loge qui sont un petit peu échoués l'un et l'autre pour des raisons différentes. Et Édouard, que joue Vincent Dognard, est un acteur qui a 35 ans
qui joue un joli rôle dans Hamlet, puisqu'il s'agit d'Hamlet, ils sont en train de jouer Hamlet. Il joue Horatio, qui est plutôt un joli rôle, mais sauf qu'il s'en sort pas du tout. Il a été martyrisé par une metteur en scène cynique et brutale, qu'on voit d'ailleurs en flashback à un moment donné que j'incarne. Oui, il est très très mal à l'aise et il pense qu'il est très mauvais. Mathieu, que je joue, est un comédien un petit peu plus âgé qui, lui, n'a pas la chance de jouer des vrais personnages dans le spectacle. Il fait toutes sortes d'utilités, on le voit tout le temps se changer, mettre des postiches, enfin voilà. Et il est très très frustré de cette situation. Et donc, on l'a dit, c'est Hamlet qui se joue sur le plateau qu'on ne voit pas. On est dans cette coulisse. Vous avez vous-même joué Hamlet à la cour d'honneur du Palais des Papes sous la direction de Patrice Chéreau quand vous aviez 21 ans. Et le rôle que vous interprétez dans cette pièce, Le Temps des Suricates, donc vous l'avez dit, c'est un homme dans le creux de la vague, assez aigri. Est-ce qu'à 21 ans, vous aviez peur de devenir comme ça ? C'est une très bonne question. Sans doute, on a toujours peur un peu de devenir amer ou aigri. Par chance, c'est pas encore mon cas. Mais j'avais envie de raconter l'histoire de ces acteurs qui sont majoritaires finalement, qui sont des gens qui vivent, fût-ce chichement, mais de leur métier, mais qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas l'accès au succès et qui feront toute leur vie probablement des petits rôles, mais qui servent le théâtre. Donc c'est une espèce d'hommage à ça, quoi, cette situation d'acteur. Alors, Shakespeare vous inspire. Votre premier texte... Oui, c'est pas mal, j'en suis assez fière. Votre première pièce s'appelait Kiss Richard, s'appelle toujours Kiss Richard, inspirée de Richard III de Shakespeare. Pourquoi il vous inspire autant cet auteur ? Les deux pièces que j'ai écrites, donc Kiss Richard et Le Temps des Suricates aujourd'hui, sont ce qu'on appelle du méta-théâtre. C'est une chose un peu savante et un peu prétentieuse pour dire du théâtre qui parle du théâtre. Voilà. Ouais. C'est le théâtre qui parle du théâtre. Or, il me semble que Shakespeare, c'est aussi tout le temps, sans arrêt, la métaphore du théâtre même. Toutes les pièces de Shakespeare parlent de ça. Donc il me semble que c'est un auteur qu'on peut aussi passer sa vie à explorer sans tout à fait jamais en avoir fait le tour. Donc voilà pourquoi Shakespeare. Et Patrice Chéreau, donc on l'a dit, vous a mis en scène, vous avez travaillé longtemps avec lui. Et là, vous venez d'écrire un livre sur lui qui s'appelle « Les enfants de Chéreau ». Oui. Est-ce que vous pourriez m'en parler un tout petit peu ? Oui, c'est un récit qui retrace l'expérience de l'école du Théâtre des Amandiers que j'ai fait à Nanterre en 86. Voilà, j'avais envie de transmettre cette expérience. Évidemment, le livre a été écrit au départ dans le chagrin, comme ça, qui s'est emparé de moi, comme de tant d'autres, à la suite de la disparition de Patrice. Et je me suis dit que c'était le moment de transmettre cette expérience qui a été rare et précieuse et qui n'avait pas été relatée. Il y a toute une littérature autour de Patrice, évidemment, mais cette expérience, cette petite bulle-là du Théâtre des Amandiers n'avait pas été retracée, donc je l'ai fait. Voilà. On dit souvent que les comédiens sont des privilégiés. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en sortant de la pièce, les gens qui ne sont pas du milieu du théâtre comprennent mieux la complexité de ce métier malgré le plaisir qu'on y prend, la douleur que ça peut être parfois. Est-ce que c'était un des objectifs de votre écriture ? Oui, enfin en même temps, on est clairement dans la comédie, il y a même des moments assez débridés, il y a plutôt des choses un peu burlesques comme ça, pas que, mais il y a une certaine mélancolie aussi, mais... j'avais pas donc envie de faire pleurer dans les chaumières avec les états d'âme des acteurs. Hein. Et en plus, c'est un contexte, alors il a son importance, puisqu'il y a cette loge, c'est le théâtre, c'est le contexte. Finalement, ces gars pourraient être au fond d'une mine ou dans un open space. Ce qui compte, c'est leur relation et leur échouage commun, comme ça. Voilà. Après, oui, c'était amusant de raconter un petit peu l'envers du décor. La question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est pas une pièce pour les acteurs ? Et tout ça, c'est la question qui s'est posée au moment où je l'écrivais. C'est la question qui se pose parfois certains programmateurs ont cette peur-là. Moi, je crois pas du tout. Je pense que les acteurs sourient peut-être plus à certaines choses et les gens qui ne le sont pas sont probablement assez curieux de découvrir cet envers du décor, quoi. Voilà. Je vous remercie. Donc on vous retrouve dans Le Temps des Suricates à 12h20 au Théâtre des Béliers. Merci beaucoup. Nous allons maintenant regarder un entretien réalisé par Aline Paillet et Apolline Alaguillaume. C'est une rencontre qu'elles ont faite avec Jean-Pierre Siméon sur la place de la Poésie au théâtre. On regarde et on en parle tout de suite après avec notre invité Bruno Bizarro. Jean-Pierre Siméon, vous êtes venu au Festival d'Avignon et vous nous avez donné rendez-vous dans un lieu très particulier dont on ne parle peut-être pas assez. Ah oui, c'est pour moi un beau symbole. C'est la Maison de la Poésie, le Centre européen de poésie au cœur d'Avignon, au cœur de la vieille ville d'Avignon. Et ça veut dire beaucoup pour moi de vous inviter là, parce que je sais
que, comme tout le monde, que la poésie a été au cœur de la naissance d'Avignon, mais on l'a beaucoup oublié. Et je voulais le rappeler. Ici, il y a le cœur battant du festival, c'est cette maison de la poésie. On oublie trop le diapason de la poésie, et je pense, vous savez que j'ai un point de vue qui est un peu radical là-dessus, je pense que, quelle que soit l'immensité des talents qui se déploient sur les scènes de théâtre, dans le spectacle vivant, ce qui caractérise les dernières décennies, c'est une perte progressive de ce diapason de la poésie, c'est-à-dire de la langue pleine, de la langue métaphorique, rythmée, dense au théâtre, souvent concurrencée par des effets, la techné qui aujourd'hui nous séduit tellement, c'est-à-dire les effets de spectaculaires, d'images, de surprises formelles, etc. Bien sûr, le théâtre, c'est du spectacle, donc il faut de la surprise formelle, il faut de l'invention sur le plateau, dans le corps et dans l'image. Mais au cœur de tout ça, qui le justifie, on doit entendre toujours la langue des poètes. Si on pose la question comment le poème arrive sur le plateau, là c'est compliqué. Effectivement, j'avais écrit un petit livre, Lettres d'un poète à des comédiens, sur cette question. La question, elle est qu'il faut, la plupart du temps, trouver les moyens de laisser agir le poème en lui-même. Le poème a une telle présence déjà dans la langue et demande un tel effort, je le dis, une telle mobilisation du spectateur-auditeur pour le partager, pour entrer dans son arrière-plan, qu'il faut éviter de le concurrencer avec d'autres propositions, parce qu'à ce moment-là, on a surimposition de signes, on a une confusion extrême et le poème passe à l'as. Eh bien, le comédien est celui qui peut nous restituer notre langue dans tous ses états, aussi bien porteuse d'argot, d'accent et de son histoire, nous la restituer dans son déploiement, dans la jouissance, vous savez, du muet, dans la jouissance de la beauté étrange des mots. Mais si je peux me permettre, puisqu'on parle à des gens qui vont au off, cherchez dans le off des spectacles qui vous dérangeront, au sens qui vous sortent du rang, qui vous déconcerteront et qui vous rendront ce que vous n'avez plus, c'est-à-dire la parole des poètes, quoi. Bruno Bizarro, bonjour. Bonjour. Alors, vous jouez une lecture. Je dis bien jouer parce que c'est un travail de comédien que vous faites malgré que vous ayez le texte avec vous. C'est un vrai jeu d'acteur. C'est une lecture d'un poème de Yves Navarre, le poème de Mogador. C'est un soir sur deux au Centre européen de la poésie. On peut voir dans le sujet Jean-Pierre Siméon, il nous parle de chercher un spectacle qui nous dérange, qui ne soit pas notre premier choix de cœur. Et j'avoue que c'est ce que j'ai fait en venant vous voir, parce que j'ai peur d'aller voir de la poésie au théâtre. C'est quelque chose qui en général me déplaît. Et je suis venue et vous m'avez plu, le texte est magnifique. Et vous m'avez bouleversée. C'est vraiment une très très belle interprétation que vous en faites. La poésie sur scène, comment vous l'avez choisie? Parce que c'est pas un choix facile pour un acteur de se mettre à travailler la poésie. D'abord, je suis très touché par ce que vous venez de dire. La poésie, en fait, m'accompagne depuis plusieurs années. Je suis poète moi-même, mais c'est ce que je recherche au théâtre en particulier, et je sais aussi que ça fait partie des choses très difficiles à défendre. Disons que je ne crois plus trop à l'acte dramatique en tant que tel, à la dramaturgie, au théâtre, donc ça reste un acte théâtral. Je crois beaucoup à l'acte, un peu à une mystique, à la thaumaturgie peut-être. C'est quoi ça? C'est le pouvoir peut-être de réaliser des miracles, et je crois, je renoue avec cette idée que le théâtre peut changer le monde, et qu'à un moment donné, il a bien fallu s'échapper de tout ce qui était dramaturgie, d'aller vers quelque chose d'épique, et que je défends en fait une idée de théâtre-poésie, pas de théâtre poétique, mais donc ça m'excite beaucoup en tant que comédien de le faire, et je comprends aussi beaucoup la difficulté qu'on a d'aller vers ce type de spectacle, parce que c'est plus complexe. Ouais. C'est plus complexe, et puis aussi on associe plusieurs choses. Il y a aussi une grande posture. Je comprends aussi quand
il y a la posture des littérateurs autant que des littéraires et des poètes, et c'est peut-être ça qui fait peur. La peur de se faire chier, tout simplement. Eh ben, on ne se fait pas chier, je vous rassure. Et en plus, on découvre un poète que moi, je ne connaissais pas personnellement, qui s'appelle Yves Navarre. Comment on rencontre un auteur comme ça? Enfin, on rencontre son œuvre, en tout cas. En fait, c'est une connaissance d'Yves Navarre qui m'a proposé de dire ce texte pour les 20 ans de la disparition d'Yves Navarre. Lors du colloque de Galway, ça s'est passé en Irlande, de dire précisément un texte, et puis ce texte en particulier. Donc j'ai vraiment retrouvé l'écriture d'Yves Navarre à ce moment-là, et j'ai voulu en faire une proposition aussi théâtrale. Yves Navarre, c'est un romancier, c'est un dramaturge, et en plus, ce poème, il faut le trouver. On le trouve dans un roman, La terrasse des audiences au moment de l'adieu. On le trouve en tant que poème dans une revue. C'était sorti en 89. Et il se définit lui-même avant tout comme un poète, avant d'être un dramaturge, avant d'être un romancier. Voilà. Avant de lire le poème, vous interprétez une intervention qu'il a faite avant de lui-même lire son propre poème. Oui, une conférence. Du coup, ça nous remet aussi dans le contexte de l'homme et comment il était. Vous jouez un autre spectacle en alternance, du coup. Oui. Ça parle de quoi ? L'autre spectacle est, en 2 mots, c'est l'histoire d'une interdiction. Je devais jouer Qui je suis de Pasolini. J'ai eu une interdiction de la SACD au dernier moment, au moment de l'ouverture du festival, et j'ai voulu quand même, à ma manière, rendre hommage à Pasolini, puisque une partie de ma famille habite en Italie, dans le Frioul, non loin en fait du village où est enterré Pasolini et sa mère. Et c'est parti de cette idée-là, et donc c'est un chemin autour de poèmes aussi dramatiques, là pour le coup, où il y a de l'action dramatique, autour de chansons, et la plupart des trucs composés dans le Frioul, en tout cas de Pasolini. Donc c'est un peu le point de départ, je ne sais pas si c'est le point d'arrivée, mais voilà, une forme en tout cas de spectacle qui rejoint aussi Navarre, c'est-à-dire cette idée de s'extraire un peu de la dramaturgie, puis renouer aussi peut-être avec un théâtre qui nous change aussi quelquefois, pas seulement comme une idée générale, mais tout de suite, dans quelque chose d'immédiat, de faire ce pari-là, voilà. Et qui nous prend au cœur et aux tripes. On va rappeler donc qu'on peut vous retrouver tous les soirs au Centre européen de la poésie, à 22h. Les jours pairs, c'est avec Navarre. Les jours impairs avec Qui sont-nous ? C'est qui je suis. Et je vous le recommande vivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Nous allons maintenant regarder un sujet réalisé par Aurélie Streff et Christelle Thiel de nos équipes. Tractage à chacun son style. On n'a pas de frein devant. On a inventé une brumise affiche que vous pouvez voir ici. Voilà. Et elle donne les informations. Tiens, c'est Georges Gandin de Molière. Et en même temps, elle brumise. Ça a un effet sur les gens, un peu comme le spectacle. Venez nous voir goutte que goutte. Un spectacle rafraîchissant. On a plastifié les flyers pour qu'ils puissent résister à l'eau. Voilà, regarde, ils résistent. Voilà. Tiens mon beau gars là, c'est pas ton âge, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'âge. Finalement, il n'y a pas d'âge. Yeah. Allez, c'est gagné. 1337 spectacles, voilà. Il faut qu'il y ait une petite étincelle dans les yeux pour qu'il ait envie de venir te voir, le gars. J'ai testé le petit filet et ils aiment bien parce qu'ils jouent, ils ont l'impression qu'ils vont attraper un gros lot. En fait, ils attrapent un tract. Il faut bien que j'en donne 500. Quand je donne 500, peut-être il y en a 10 qui viennent, quoi. Tu vois ? On s'est dit, comme ça raconte l'histoire d'un premier amour, le premier amour de Pierre et Léa, on s'est dit que ce serait chouette de faire une petite récolte de souvenirs. Donc on invite les gens à s'asseoir, à noter leur premier amour, et ensuite on met le bulletin dans la petite urne en forme de cœur. On est content d'avoir les rorils parce que c'est une chose différente que les autres, ils n'ont pas. Alors ça marche bien. On a eu comme idée de parade d'organiser un match de ping-pong. En fait, des gens viennent me défier. S'ils me battent, ils ont une invitation.
Alors, le fait qu'on ait choisi de faire du ping-pong, c'est quand même pas anodin, puisque dans la pièce, il y a une scène où en fait, des gens jouent au ping-pong sur des tables de bureau dans des open space. On a créé le concept de slow mob. Le slow mob, comme la flash mob, c'est en fait des slows géants qu'on organise dans des lieux frais tels que des fontaines. Alors on espère attiser leur curiosité et puis qui sait, provoquer le coup de foudre. Savannah Massé est avec nous et vous êtes allé voir Raging Bull. Est-ce que je prononce bien parce que j'y arrive jamais? Oui. C'est ça, yes! Au Luciole à 15h45. Et je me souviens très bien de quand vous êtes rentré d'aller voir cette pièce. Vous êtes arrivé au bureau de la télé du Off et vous aviez le sourire jusqu'aux oreilles et l'émotion dans la voix. Et vous nous avez dit « j'ai eu un coup de cœur ». Alors on regarde et elle nous dit tout après. Qui je suis? Qui je suis? Je suis Jack LaMotta, champion du monde des poids moyens, le taureau du Bronx, le taureau enragé. Harry rentrait chez lui chaque soir vers minuit, avec quelques centaines de dollars en poche, tout le monde le savait. Mon premier gros coup, je transpirais, j'étais nerveux. Quand Harry est passé devant moi, je lui ai emboîté le pas. Je me suis faufilé derrière lui en silence, comme une ombre. Et je lui ai filé un coup de tuyau sur le crâne, en le poussant dans le terrain vague. Il s'est courbé, en gémissant. Ça m'a mis en rage de le voir encore debout, alors j'ai perdu les pédales. Je voulais le tuer, et j'ai cogné. Un spectacle qui m'a foutu une claque, je pourrais pas le dire autrement. Alors c'est le récit autobiographique de Jack LaMotta, qui est un boxeur américain et qui est connu pour ses gloires et ses méandres, aussi son succès, et beaucoup de violence aussi dans ce spectacle. Alors on est entraîné dans son combat, dans son titre de champion du monde, dans sa vie personnelle, mais surtout dans une lutte contre lui-même, parce que c'est vrai qu'il est vraiment partagé entre plein de démons. Il y a toujours une rage de vaincre qui ressort de tout ça. Et pour interpréter cette course effrénée, il y a 3 artistes magnifiques, donc c'est vraiment un trio gagnant. À la fois un comédien, Mathieu Létuvé, qui rend hommage avec beaucoup de passion à cet homme, un danseur de hip-hop, Frédéric Folla, qui interprète avec fougue vraiment tous les mouvements de cet homme, et un musicien DJ, Olivier Antonsic, donc qui rythme vraiment toute cette histoire. Et ce qui est admirable, c'est au niveau de la mise en scène, parce que, si vous voulez, ils ont essayé de dissocier le corps de la parole, et quand on sait à quel point la relation d'un boxeur est complexe avec son corps, il y a vraiment une relation privilégiée, et là, le fait de séparer le verbe de la performance physique, ça tend vraiment à ce besoin de libération, mais aussi, ça renforce l'art du mensonge et la perte de soi, qui est vraiment présente tout au long de ce spectacle. Et il y a la scénographie aussi qu'on a pu voir, qui est très intéressante, et qui est au service de ce long périple, parce qu'il y a des toiles, des sortes de rideaux sur lesquels sont projetés de la vidéo. Et c'est aussi des jeux de lumière qui apparaissent à certains moments au sol. Donc ça illustre des espaces urbains, mais aussi l'espace du ring. Et ça permet de développer vraiment l'imagination et d'être entraîné dans cette montée et dans cette chute. Donc on est vraiment plongé, mais à corps perdu dans cette histoire. On est suspendu aux lèvres de ce conteur et au rythme du danseur. Et c'est un moment d'humanité, mais vraiment hallucinante, avec des artistes qui nous livrent tout. On va rappeler, on en est tout ému, on va rappeler le lieu, donc c'est au Luciole. À 15h45. Et le titre, vous le direz mieux que moi? Raging Bull. Génial. Merci beaucoup, Savannah. Bonjour, Lina Lamara. Bonjour. Bonjour, Vincent Escure. Bonjour. Alors, Lina,
vous êtes Gaïa dans le spectacle La Clé de Gaïa, et vous êtes le conteur. En effet. Ouais. Vous êtes au théâtre à l'Andalouse tous les jours, il n'y a pas de relâche? Si, il y a eu des relâches, il y en a encore le 20, et après c'est fini. À 18h15. Oui. J'ai d'abord envie de vous demander d'où venez-vous? Parce que j'ai l'impression que c'est la question que vous essayez de résoudre dans ce spectacle. Ça, vous avez tout compris. Je viens d'où? Je viens de Lyon, mais j'ai des origines algériennes, berbères, italiennes, perses, et j'habite Paris. Du coup, effectivement, le chemin pour savoir qui je suis, parfois est complexe et on est plein de contradictions et parfois on aimerait être ailleurs et autrement. Et moi, je rêvais d'être une noire américaine dans les années 50 et chanter du gospel. Bon, j'ai écrit La Clé de Gaïa pour notamment répondre à ça, vraiment notamment. Et vous êtes donc 3 sur scène, il y a aussi un musicien oui, qui vous Pierre accompagne, Delot. Pierre Delot. Tout à fait. C'est bien ça. Il y a de plus en plus de contes et de contes musicaux à Avignon. C'est une forme théâtrale qui se fait de plus en plus. Pourquoi il y avait une nécessité à utiliser cette forme pour vous? Pour moi, c'était retrouver ce qu'on a quand on est petit avec les parents et les grands-parents. La transmission, c'est-à-dire qu'on se pose à la table ou sur le canapé, c'est le soir, et là, la grand-mère ou la mère ou le voisin vient raconter une histoire. Et j'avais une fascination, et j'ai encore une fascination, pour ces histoires des anciens. Et j'avais envie donc justement de marier les histoires, les grandes histoires, et les petites histoires des petits vieux, et la mienne, et celle d'un conteur, et celle d'un musicien qui ferait le lien entre tout ça, entre tous les hommes aussi. Ouais. Et on parlait tout à l'heure des façons de parader, on a vu un sujet là-dessus. Vous chantez dans la rue des morceaux du spectacle, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Et c'est comme ça que vous avez rencontré Ella, une de nos journalistes, qui est tombée non seulement sur vous, mais elle est tombée sous le charme de vous. Et du coup, voilà, elle nous a parlé de vous et ça nous a donné envie de vous recevoir. Chanter dans la rue, comment vous l'envisagez? C'est quelque chose que vous faites autrement que pour parader? Et si c'est le cas, est-ce que vous prenez un plaisir différent que la scène? Ah oui, enfin, déjà c'est un plaisir, même si c'est difficile comme exercice, parce que les gens ne sont pas là pour vous, ni pour vous écouter, ils ne font que passer, et sur leur chemin, il faut peut-être leur donner envie d'écouter, ou même s'ils ne s'arrêtent pas pour écouter, leur donner quelque chose avec laquelle ils vont repartir un peu plus chargés le soir. Et chanter dans la rue, oui, je l'ai déjà fait, et il y a un plaisir, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que déjà c'est éphémère, et c'est instantané. Et on s'échange des regards, on va s'échanger une histoire, encore. Et puis finalement, l'un et l'autre vont repartir chez soi. Et rien ne se dit, rien ne se promet, mais on se raconte quelque chose, aussi dans la rue. Et Avignon, c'est dans la rue. Et puis ils repartent avec un tract, surtout. Comment? Ils repartent avec un tract. Et ils repartent avec un tract, oui. Alors vous, comment vous vous intégrez dans son histoire? Comment vous l'aidez à raconter son histoire? Moi, du coup, je joue le rôle du conteur. Et ce sont en fait des histoires qui s'entremêlent. Et chaque conte ou chaque morceau de vie de ce conteur, en fait, a une relation avec l'histoire de Lina et de Mouima, la grand-mère. Et une belle histoire à la fin, mais ça, On laisse le suspense. c'est un secret. Alors, vous allez nous interpréter, vous êtes trop mignon, une de vos chansons dans quelques minutes. Mais avant, je vais rappeler où l'on peut vous voir. Donc, c'est au théâtre à l'Andalouse à 18h15, sauf le 20, c'est bien ça? Exactement. Et pendant que vous allez vous installer, on regarde les bonus préparés aujourd'hui par Amandine Blanc, qui a suivi les pérégrinations de notre amie Trinidad, et l'abécédaire, en 2 exemplaires, de notre talentueuse Clémentine Simonet. Pour ma part, je vous dis à demain. Et vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, #off15. À demain.
Bonjour et bienvenue au Festival Off qui bat son plein depuis maintenant quelques jours et aujourd'hui il fait à peu près 8000 degrés. Alors comment survivre à cette chaleur sans se déplacer comme des lémuriens? Comment combattre cette chaleur? Bien sûr il y a la climatisation dans les salles, bien sûr dans les restaurants, mais dans la rue. Comment faire pour survivre quand on est comédien ou quand on est juste spectateur? Il y a un truc infaillible, c'est très manuel mais on peut compter sur lui, c'est l'éventail. Bonjour madame, je vois que vous êtes équipée de votre propre éventail, c'est magnifique. Connaissez-vous l'art d'ouvrir l'éventail à l'andalouse? Regardez. Et alors, il y a une semaine à gagner en Andalousie si vous arrivez à l'ouvrir à l'andalouse. Avec une main madame, avec une main. Oh. Ah, on a de la chance, on tombe sur un Espagnol. Magnifique, magnifique, voilà. Elle a vécu à Grenade. Eh bien voilà, l'art d'ouvrir l'éventail à l'andalouse. Voilà. Vous, je crois que vous venez de l'Est, c'est ça? Oui, je crois que vous allez retourner passer vos vacances dans l'Est. Oui. Alors voilà, je vous apprends l'art de l'éventail à l'andalouse. Allez-y. Il y a une semaine de vacances à gagner en Andalousie. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Allez. Monsieur a gagné une semaine de vacances en Andalousie. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vous partez avec François Hollande. Ça va aller? Écoutez, je pense que cette expérience était bénéfique et que nous allons faire une formation ouverture d'éventail à l'Andalouse, au Festival du Off. Merci. Kullu dama abtisama. Someone someday is gonna love you like I do. Someone someday is gonna love you like I do. I don't know your name, but I won't understand what makes you feel so sad. Oh, I can see you're all alone. Can imagine they don't want you to stay by their side. People, what's going on? We're sharing the same ground. People, what's going on? We're sharing the same ground. LA,
understand. Bad feelings when you're there. Rejection, hate and fears, they won't like you to disappear. Oh, don't feel ashamed of your origins. They don't have your perceptions. They have no emotions. People, what's going on? We're sharing the same ground. People, what's going on? We're sharing the same ground. Kullu d'amour abtissama. 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 Kullu d'amour. People, what's going on? We're sharing the same ground. People, what's going on? We're sharing the same ground. Merci. Merci beaucoup.